Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, très bonne journée sur Sud Radio. Nous sommes le mardi 28 mars et nous allons commenter cette actualité encore et toujours dominée par la réforme des retraites, les grèves, les mobilisations, la politique, tout cela avec Alexandra Spinner. Bonjour, conseillère régionale LR d'Île-de-France. Bonjour Valérie. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour Valérie. Nicolas. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, et Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Bonjour à Avocat, vous êtes avocat, vous avez un blog Vue du droit et vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Et puis vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. Voilà, il va falloir laisser un peu d'activité de côté. Ça nous fait long, hein, tout ça. On va commencer notre tour de table aux uns avec les uns et les autres. Comme d'habitude, Nicolas Corato, commençons avec vous. Oui, je voulais parler d'une grève dont on parle peu, parce que c'est une grève de journalistes. Et bizarrement, on en parle moins que d'autres grèves. Et c'est pas une grève dans n'importe quel journal. C'est une grève qui a lieu au quotidien Les Échos, qui est pas un quotidien d'affreux gauchistes, zadistes, mélenchonistes, qui a enclenché depuis mercredi dernier une grève des signatures. En d'autres termes, les journalistes des Échos refusent désormais, pour certains bien entendu, de signer leurs articles. Alors pourquoi tout ce mouvement ? Parce que Nicolas Barré, qui était le directeur de la rédaction du quotidien, qui est un journaliste absolument reconnu pour sa compétence, son expertise, sa loyauté, son objectivité, et qui est un grand journaliste économique, a bénéficié d'une promotion, on va dire comme ça, en interne au sein du groupe LVMH, qui est le propriétaire du journal Les Échos. Et la rédaction des journalistes du quotidien s'est émue. D'abord que le communiqué qui annonce la mutation de monsieur Nicolas Barré comporte un verbatim de Bernard Arnault qui se réjouissait que ce directeur de la rédaction prenne de nouvelles fonctions au sein du groupe. Et puis aussi parce que c'est une forme de détournement, disent-ils, des règles qui avaient été établies lorsque Bernard Arnault avait racheté le quotidien Les Échos et qui stipulaient que la révocation du directeur de la rédaction devait être effectuée par le conseil de surveillance au sein duquel siègent 2 représentants des journalistes. Or là, c'est pas une révocation, c'est une mutation professionnelle et bien entendu, ça permet d'une certaine manière d'observer une nouvelle procédure. Derrière tout cela, on entend chez vos confrères d'autres radios ou directement au sein du quotidien Les Échos qu'en fait, ce sujet serait lié à plusieurs articles qu'aurait laissé passer ou qu'aurait fait publier Nicolas Barré, notamment une critique du livre d'Éric Orsena, qui est un livre très critique sur Vincent Bolloré, et que Bernard Arnault, qui serait en train de négocier avec Vincent Bolloré un certain nombre de rachats, on parle du Journal du Dimanche, on parle d'autres titres du groupe Lagardère, aurait été vivement touché. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Je trouve simplement étrange. Vous y rentrez. Oui, non, mais je pense qu'il faut parler de cette grève, parce que c'est pas une grève parmi d'autres, c'est une grève qui concerne le pluralisme dans nos journaux. Et je suis un peu étonné, et je profite de la présence ici de Sophie de Menton, que les acteurs économiques qui ont besoin de la presse et d'une presse économique pluraliste, objective, indépendante, ne se soient pas autant manifestés ou mobilisés pour apporter leur soutien à cette rédaction qui, je pense, en ce moment, en a bien besoin. Rédaction avec laquelle nous travaillons tous au quotidien, nous qui sommes des acteurs économiques et qui avons besoin aussi de relais d'information. Alors, je vais répondre. Oui. Les Échos, c'est un journal formidable. Oui. C'est un très bon journal. C'est un excellent Vous ne pas la journal. représentante d'LVMH sur ce plateau. Non, je parle des Échos de chefs d'entreprise qui apprécient énormément les Échos. Je voulais réagir sur le pluralisme de la presse qui me fait beaucoup rigoler. Oui. Parce que, alors là, franchement, s'il y a un journal qu'on peut lire en toute objectivité quand on est salarié d'une entreprise ou chef d'entreprise, c'est les Échos et pas autre chose. Mais c'est parce que c'est plus ce que disent c'est bien l'inquiétude de ces journalistes qui disent que leur indépendance est menacée. Vous avez dit, Éric Orsena, je finis juste mon propos. Il y avait énormément de conditionnels dans votre Je suis prudent, vous savez, il faut être prudent avec Bernard Arnault. Oh là là, oui, ça c'est terrible. Il a fait guillotiner
plusieurs personnes. Il est attaqué non-stop. On n'a jamais vu quelqu'un d'aussi attaqué. C'est à peu près le seul journal où il l'est pas. Menacé éventuellement. Et ce que je voulais vous dire, c'est que d'abord, les lecteurs ne se sont pas aperçus de cette grève. Alors, je félicite les Échos parce qu'ils ont fait une grève en interne qui n'a nué à personne, alors que c'est pas le cas partout. Que je regarde, par exemple, France Info, il y a des jours, il y a des émissions qui sautent complètement pendant 5 jours. On ne sait pas pourquoi. Ils font la grève. Donc, je trouve ça, votre propos est peut-être juste, ça les regarde. Non, ça nous regarde. Si, ça les regarde. Ça vous regarde aussi. C'est un journal objectif qui est le journal de l'économie française. C'est incroyable cette idée que les actionnaires n'auraient pas d'effet ni d'impact sur l'indépendance des journalistes. Je sais, on a déjà eu ce débat ici plusieurs fois. Je peux répéter que j'ai bossé pour TF1 pour le groupe Bouygues pendant 17 ans. C'est pas parce que vous n'avez pas connu cette situation qu'elle n'existe pas. Et peut-être que l'époque a changé aussi. Et peut-être que le rapport de certains investisseurs à l'indépendance de la presse a changé. On peut pas dire que M. Bolloré n'intervient pas dans la ligne éditoriale des chaînes qu'il dirige. Rothschild qui part après le fou avec Libé, c'est vous qui rigolez. Ah bon, d'accord, très bien. Donc il n'intervient pas alors. Je ne sais pas. Vous le savez, vous? Ah ben moi en tout cas je le sens, je le ressens. On sent bien. Et quand vous parlez, attendez, quand vous parlez aux journalistes de certains de ces groupes, rien n'est factuel, très franchement, vous venez de dire. Rien. Ah ben vous voulez parler du limogeage de Bruno Jeudi à la tête du journal du dimanche? Ouais. Non, mais Vous voulez qu'on en Oui, parle? mais il était presque pas au JDD, il était dans les médias toute la journée, dans les autres médias. Oui, alors bien Non, mais- sûr. Non, mais c'est vrai. Non, mais juste c'est très bien. sur- Donc il n'y a pas d'interventionnisme des Juste actionnaires sur dans la Éric presse privée. Orsena, son livre sur Bolloré, c'est l'histoire d'un amour déçu. Voilà. Mais peut-être. La réalité, elle est là. Mais peu importe. Donc, il a écrit un livre que je n'ai pas lu, qui est peut-être un chef-d'œuvre littéraire. En tout cas, ses attaques contre Vincent Bolloré, elles sont d'ordre privé. Voilà un homme qui a été déçu, qui était fou amoureux de Bolloré. Mais le mouvement de grève des journalistes, le mouvement de grève des journalistes des Échos, qui, je le rappelle, c'est pas Mediapart, c'est pas Libération, devrait simplement nous questionner et peut-être même nous pousser à creuser un peu cette question du pluralisme et de l'indépendance de ces rédactions. Moi, ça C'est le seul m'interroge. journal indépendant économique. Eh bien, c'est plus ce que disent les journalistes qui le composent. Très bien, mais donc il faut les entendre Il y a aussi. eu une promotion qui sont jaloux. Pourquoi vous vous questionnez toujours sur une droite plutôt mais je peux vous faire la même de droite? Je peux vous faire la même chose dans des titres de gauche. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Mais je peux vous parler de l'Obs, je peux vous parler du Monde avec Xavier Niel. On peut en parler aussi. Xavier Niel n'est pas du tout interventionniste dans la ligne éditoriale du Monde, bien entendu. C'est ironique. Pourquoi il l'est? Je ne sais pas, je vous le sais puisque rien. les actionnaires Je sais pas n'interviennent pas sur l'éditorial. Moi, je pense que nous devons être absolument en vigilance contre toutes les attaques possibles contre l'indépendance des journalistes. Voilà, c'est un principe de base démocratique et pluraliste. Figaro disait quelque chose, on faisait le contraire. Moi, je voudrais juste vous. Hier, il y a eu un communiqué de la SDJ de France 3 qui parlait de mauvais traitement de l'information parce que le choix éditorial qui avait été fait de parler des casseurs à Sainte-Soline, non pas des violences policières. Ouais, c'est il y a un communiqué de la SDJ. Enfin, je veux dire, les journalistes sont une matière vivante qui réagissent de la même manière. Et très engagés politiquement. Mais pas nécessairement. Vous voyez des gauchistes partout, c'est ça votre problème. Mais là, vous avez une vision déformée. Si c'était le cas, la gauche ne serait pas là où elle en est politiquement s'il y avait des gauchistes partout. Je ne sais pas, mais la rue n'en serait pas là s'il y avait moins de gauchistes. Qu'est-ce que Nicolas Barré a dit? Parce que lui, il arrivait au bout de 10 ans. Mais Nicolas Barré ne dit rien. Nicolas, et justement, mais il reste en place, il devient conseiller éditorial et c'est son second qui le succède. Nicolas Barré ne dit rien. Nicolas Barré a participé à une dernière réunion de rédaction au sein du journal, disent les journalistes. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup d'inquiétudes, voire même de la colère. Je dis simplement que c'est pas le premier mouvement qui intervient ces derniers temps dans la presse écrite, que le journal Les Échos est un journal qui n'est pas un journal comme les autres, qui a une réelle influence, y compris sur la vie des entreprises, sur la vie des affaires, et que je pense que ce mot d'ordre de grève déposé par la Société des journalistes du journal Les Échos, qui n'a pas l'habitude de ce genre de mouvement, devrait nous interroger. Oui, c'est un fait social, c'est peut-être aussi un fait politique. Mais c'est encore une fois, les journalistes sont des êtres humains, et donc au bout de 10 ans, un patron qui s'en va, ça peut émouvoir aussi. Bien sûr, tout ça est très émouvant. Je constate qu'il ne s'est pas exprimé lui-même. Oui, il ne s'est pas exprimé, mais il y a peut-être des raisons pour lesquelles il ne s'exprime pas. Alors, oui, pardon, on vous a oublié, Régis. Non, mais moi, je restais avec un sourire. Alors, je vais me tourner vers Nicolas en disant que Nicolas, faut pas découvrir la lune. Hein, mais non, mais je m'étonne pas. Si, un petit peu. La presse française, elle est entre les mains d'oligarques.
hein, il y a 12 12 puissances financières qui ont racheté toute cette presse, hein, c'est-à-dire que les ordonnances de 1945 ont disparu totalement. Hein, fort bien, ces gars-là ne sont pas des philanthropes, hein, c'est pas pour rien qu'ils ont acheté des organes de presse qui perdent de l'argent. Hein, merci l'État, hein, qui renfloue un petit peu. Évidemment. Un petit peu beaucoup pour certains titres, hein, Libération, l'Humanité, Libé, un scandale. On a un problème avec la presse en France et le poids. Rappelez-vous la couverture de Marianne, quand Kredzinski, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, a exigé qu'elle soit changée. Ah non, il n'influence pas. Hein, au moment de l'élection présidentielle. Bon, c'est comme ça. Et cache-toi, Richecos, c'était bien, cache-toi, Richecos. Bon. Moi, je pense que voilà, faut pas découvrir la lune, faut partir de la réalité de cette situation qui est le système médiatique français entre les mains de puissances financières. Mais Régis, en vous écoutant, une question quand même. Si on et volontiers, ça appartient à des oligarques, très bien, mais on a une presse de gauche quand même globalement. Ah bah non, ça vous fait rire? Pas moi. Non, je suis pas d'accord. Il existe une presse de gauche. C'est pas une presse libérale. Le service public. Oui. Ah bon, mais il y avait Guillaume Roquette ce matin sur France Inter. C'est un homme de gauche qui était chroniqueur. Non. Oui. Et Monsieur Devecchio qui est maintenant chroniqueur. Madame Caroline Fourès qui est chroniqueur sur France Inter sont pas des gens de gauche. Non. Donc, voyez, non, mais ils sont majoritairement quand même à gauche. Vous essayez le journal est définitivement mort. Vous Ils savez. sont obligés, effectivement. Moi, je sers d'alibi de temps en temps. Oui. Je suis invitée Sophie sur peut vous France Inter. raconter. Ah oui, France Info. C'est hallucinant. Je me fais inviter comme alibi, et c'est très dur d'ailleurs ce que j'ai comme question très souvent. C'est comme moi, généralement, je suis souvent virée après, puis après on me réinvite parce que voilà, ils font de temps en temps, on invite un chroniqueur pour faire genre on est pluraliste. Bon allez, donc là nous venons d'apprendre que France Inter est une radio de droite. Voilà, on m'aura tout dit. C'est ce que disent les gens de gauche. Et que les échos sont violentés par le peut-être qu'ils sont au bon niveau finalement. Mais vous pensez vraiment que les patrons, je parle des têtes de patrons, ont le temps de s'occuper des rédactions compte tenu des groupes qu'ils ont à gérer? Ça a peu d'importance, mais quand vous lisez les spécialistes de la presse, du secteur de la presse, ils vous disent que le système français est très particulier. C'est quasiment le seul au monde où des industriels qui n'ont rien à voir avec les métiers de la presse sont propriétaires de médias. Ailleurs, le New York Times, ça appartient à des gens qui ont investi dans la presse. Mais par exemple, les qui sont riches, ils veulent des yachts et des journaux. Le propriétaire de Sud Radio n'est pas un journaliste. Je peux vous dire que nous n'avons reçu aucune consigne ni aucune indication et que nous avons une liberté absolument totale. Et pourtant, il a du caractère. Toutes les opinions. Faites des démonstrations tous les jours. Mais toutes les opinions s'expriment. Vous avez même le droit de dire que France Inter est une radio de droite. Imaginez. Mais ce sujet n'est pas apprécié de la même manière, y compris par des confrères à vous dans d'autres groupes. Voilà, allez, on va parler d'autre chose dans un instant. Enfin, la grève des échos, ça mobilise pas complètement l'opinion. Ça a duré une journée. Le journal est sorti. Mais c'est suffisamment symptomatique. Ils n'ont pas signé leurs articles, ils ont écrit quand même. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, avec Régis de Castelnau, Alexandra Spinner, Nicolas Corato et Sophie de Menton. On va essayer d'aller vite sur les coups de cœur et les coups de gueule, mais en même temps, il y en a deux qui concernent les manifestations, donc ça va faire avancer le débat. Mais Sophie, vous, c'était un coup de gueule. Alors moi, j'ai un coup de gueule ou un coup de cœur, comme on veut. Enfin, un coup de gueule. Sur les chiffres du chômage. On nous balance toute la journée des chiffres du chômage en France. Là, le chômage avait baissé de façon absolument drastique. Et incompréhension absolue des chefs d'entreprise qui ne trouvent absolument pas à recruter. Donc là, il y a quelque chose qui va pas du tout. Ensuite de ça, on s'aperçoit que la masse du travail fourni en France est totalement insuffisante. On s'aperçoit qu'on a une baisse de la productivité dans nos entreprises hallucinante. Nous avons baissé par rapport à tous les pays d'Europe. On s'aperçoit que les chiffres de la productivité ont baissé de 20%, 20% de productivité en moins.
On s'aperçoit également qu'il y a une augmentation générale des arrêts maladie. Et je voudrais faire une petite parenthèse sur ces arrêts maladie. Un appel aux médecins, c'est insupportable. Je me mets en arrêt maladie. On peut pas faire des choses pareilles. C'est vraiment, moi ça me scandalise. C'est nouveau, c'est pire qu'avant. Oui, bien pire. Augmentation considérable. D'accord. Depuis le Covid. Et on a donc le nombre de personnes en emploi a augmenté de 5%, mais la production n'a pas progressé que de 0,7%. L'erreur, c'est que l'économie française affiche en fait une baisse phénoménale de la productivité du travail et que, excusez-moi, mais on est en train de nous motiver toute la journée à ne pas travailler. Que ce soit, je ne veux pas revenir sur le sujet des retraites, peu importe. Il y a un paradoxe d'ailleurs que j'ai remarqué avec un reportage ce week-end dans un JT qui disait que les jeunes, en général, ne sont plus attachés à l'entreprise, ne veulent plus forcément travailler Alors ça, et se préoccuper de la réforme des retraites. Oui, c'est-à-dire que... mais il commence à 12 ans, alors. Donc il y a une espèce de schizophrénie française où on nous dit le droit à la paresse, on veut tester la semaine de 4 jours, on vient de tester, je crois que c'est à Rouen, le jour d'arrêt pour les règles, et donc c'est sans arrêt, travailler moins. Mais alors comment vous expliquez que le chômage est diminué dans ces conditions? Alors le chômage a diminué, je ne sais pas où ils sont. Oui. Je ne sais pas où ils sont. Ce que je sais, c'est qu'il y a des gens... Le chômage, par contre, la durée moyenne est de 1 an, ce qui est énorme, et qu'on se met au chômage. Il y a une espèce... Il y a ceux, vraiment, et je ne voudrais pas mélanger les choses, parce qu'il y a ceux qui cherchent du boulot, un ouvrier dans l'industrie ferme au fin fond de la France. Bon, il y a vraiment des gens qui cherchent du boulot. Et il y en a énormément qui n'en cherchent pas du tout. Donc il y a une espèce de dichotomie, je ne sais pas comment c'est calculé, je ne sais pas comment c'est fait, mais il y a pratiquement plus de chômage. Il paraît qu'il va remonter, c'est peut-être une bonne nouvelle, le chômage. Il y a pratiquement plus de chômage et nous, c'est épouvantable, on ne peut pas recruter. Alors l'avantage, c'est qu'on fait le maximum pour garder nos salariés. Voilà, c'était votre coup de gueule. On va avancer et parler de ce qui s'est passé ce week-end, des manifestations, de cette journée de mobilisation aujourd'hui. Alors Régis et Alexandra, je crois que ça va être un duel parce que je vois le coup de gueule d'Alexandra Spinner. Oui, mon coup de gueule, c'est l'amalgame qui est fait en permanence entre les fautes individuelles de certains policiers qui seront sanctionnés et la violence absolue de ces petits bourgeois en noir qui cassent, qui arrivent avec des haches, qui arrivent avec des couteaux, qui arrivent avec des manches de pioche, qui arrivent avec des cocktails Molotov, qui tirent, qui utilisent des tirs de mortier. Voilà, on peut pas, je trouve qu'il est inacceptable qu'on fasse un amalgame entre les deux. Et le procès permanent qui est fait de la police doit cesser. Les policiers nous protègent et seul l'ordre est républicain. Moi, je suis désolée quand j'entends tout le monde déteste la police. Pardon, ça ne vous étonnera pas, mais moi j'aime la police républicaine. Oui, je l'aime. Et s'il y a des gens qui se conduisent mal au sein de la police, je rappelle quand même qu'ils sont sanctionnés. En France, les policiers ne tirent pas, même quand on s'acharne sur eux, qui se trouvent dans des voitures auxquelles on met le feu. Mais oui, pardon, si. C'est tout à fait honteux. Et quand j'entends, non mais parce que je vois votre regard accusateur. Mais non, les policiers, il leur arrive de tirer. Vous savez, non mais oui, c'est dans les manifestations. Non mais il y a eu. Moi je vous parle des manifestations. Oui, mais pourquoi ils tirent? Non mais pourquoi ils tirent? Sur ce sujet, il y a pas de. C'est son engagement. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la police ne tire pas. Les policiers peuvent utiliser leur arme. Heureusement que la police. Non mais c'est important de dire les choses telles qu'elles sont. Non mais je dis les choses telles qu'elles sont. Moi je trouve qu'il y a un glissement sémantique de systématiquement mettre en parallèle des actes isolés, individuels de certains policiers et la violence. Mais ce déchaînement de haine et cette violence qu'on voit maintenant dans les manifestations. Voilà, c'est inacceptable et que entendre des élus condamner les violences, mais non, il n'y a pas de mais. C'est inacceptable. Nous devons tous collectivement condamner les violences au sein des manifestations et soutenir la police. Nous devons soutenir la police. Je rappelle qu'elle est là pour nous protéger. Oui. Et alors, Régis, on est d'accord. Bon,
C'est un sujet extrêmement important. Alors, j'ai entendu que lorsqu'il y avait des policiers qui commettaient des violences, ils étaient poursuivis et punis. C'est faux. C'est faux. Non, ça n'est pas faux, Régis. Attendez. Je voudrais. Allez au bout. Mon coup de gueule, il portait sur un point précis. C'est faux. Hein, j'ai travaillé là-dessus. Le bouquin dont Valérie Féétat fait 600 pages et j'ai étudié cet aspect des choses. Hein, donc, c'est tout à fait faux. Il y a deux polices. Je suis désolé. Il y a une police qui protège les gens et il y a une police qui réprime les manifestations et qui est là dans les manifestations. Ce ne sont pas les mêmes. Et on a vu depuis maintenant le début de ce mouvement, on a vu dans les villes essentiellement, on a vu des excès extrêmement importants de ces fameuses compagnies braves, y compris qu'on voit des gendarmes qui interviennent en disant arrêtez de vous comporter de cette façon-là, je suis désolé. Il y a des comportements quand on nasse des gens, quand on prend des passants, quand on les met en garde à vue illégalement, ça s'appelle des violences policières. Moi, mon coup de gueule, il était sur l'argument que j'entends maintenant, c'est la violence légitime. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La violence légitime de l'État, qui est le pouvoir sur les corps, qui est le pouvoir de la répression, elle est encadrée, juridiquement très encadrée par le code pénal. Et lorsque vous commettez une violence et que vous êtes les forces de l'ordre, c'est plus grave que si vous êtes un simple citoyen. Et j'ajoute que la deuxième condition pour que la violence soit légitime, c'est qu'elle soit contrôlée. Elle soit contrôlée par la justice. Or, ça n'est pas le cas. Ce sont de temps en temps, quand il y a eu une vidéo, il y a eu quelque chose, on aboutit à des répressions. Moi, je vais juste donner un critère. La presse internationale est effarée. Elle est effarée. Le Financial Times dit le système français dans Europe est un des pays qui bascule le plus dans une autocratie antidémocratique. C'est pas moi qui l'ai dit. Si vous voyez les flics américains, la vache. Oui. Alors moi j'étais arrêté en bagnole par les flics américains. J'ai cru que j'allais y passer. C'est plus pire ailleurs. D'accord, ok. Non, moi je parle de mon pays. Les Américains, c'est leurs affaires. Moi je parle de mon pays. Et voilà ce que dit la presse internationale. Européenne sur ce qui se passe. Donc, je pense qu'il faut qu'on prenne ce problème de face. Alors, les violences de Sainte-Soline, comme par hasard, c'est extraordinaire. Il y a eu des centaines et des centaines de gardes à vue illégales pour la plupart. C'était une manifestation interdite. Donc, Attendez. Je reviens sur Sainte-Soline. Il y a une manifestation interdite. Comme par hasard, pas une garde à vue. Pas une arrestation. Ah, merveilleux. Nous ressortir les violences des Black Blocs, on sait très bien qui ils ne sont pas contrôlés, on les laisse venir. Il y a Patrick Buisson avait expliqué. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je comprends pas. Si votre référence est Patrick Buisson, alors là, pardon, mais... Oui, quand il était... J'ai pas compris, il n'y a pas de garde à vue à Sainte-Soline, c'est ça? L'utilisation des casseurs, l'utilisation des casseurs est une vieille histoire. Ça permet... Vous voulez dire que c'est organisé, que c'est la police, ou l'État qui a envoyé des casseurs? C'est Macron qui envoie des casseurs, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Je pense que ça mérite. Oui, non, attendez. Une police aujourd'hui qui ne sait pas qui sont ces gens, où est-ce qu'ils sont très organisés. Sainte-Soline, je ne sais pas comment ils sauraient. Régis, je suis désolée, mais cet amalgame, il est voulu pour tout faire dégénérer. Voilà, c'est comme ça qu'on ne maîtrisera plus rien. C'est ce que fait Mélenchon, il veut la révolution. Donc comment on fait? C'est exactement ça. Non, mais on peut pas. On a une crise politique qui est liée à plein de choses. À plein de choses, mais en particulier la façon dont Emmanuel Macron a conduit cette réforme, y compris, on ne fera pas le 49.3. Moi, je suis favorable au 49.3. Je suis favorable au 49.3. Il appartenait aux parlementaires qui ne voulait pas voter la loi, de voter la censure. D'accord. Bon, mais je pense que aujourd'hui, la question des violences policières, elle est posée. Et la réputation d'Emmanuel Macron en Europe est en train, alors elle était déjà pas très élevée, mais elle est en train de se dégrader du fait du spectacle qui est donné actuellement dans notre pays. Mais la question, c'est l'œuf ou la poule. Non, mais c'est pas l'œuf ou la poule. Je pense qu'il faut arrêter de laisser les policiers, les gendarmes, seuls face aux manifestants.
Je veux dire par là que moi j'aime la police, j'aime la police républicaine, j'aime la police qui respecte l'état de droit, mais je n'aime pas qu'on laisse les gendarmes et les policiers régler avec leur doctrine de maintien de l'ordre un problème qui les dépasse et qui les dépasse y compris les manifestants. Si aujourd'hui il y a des problèmes dans le cortège, tout le monde fera les comptes, qui sera responsable, le Black Bloc, les manifestants, les syndicats, les policiers. Bien entendu, il y aura de l'énervement partout. Et moi, je peux comprendre aussi que tout le monde perde ses nerfs. Mais il y a un problème politique. Il y a des responsabilités individuelles. Il y a les préfets qui donnent des consignes. Il y a des manifestants qui cassent des policiers, il faut qu'ils soient poursuivis. Il y a des policiers qui sortent de leur procédure, il faut qu'ils soient poursuivis. Et ils le sont quand c'est le cas. Mais il y a une responsabilité politique. Qui a le pouvoir aujourd'hui de faire que cette manifestation n'ait pas lieu? Le président de la République en suspendant sa réforme. Tant qu'on laissera face à face, mais on ne va pas laisser non plus, pardonnez-moi, nos forces de l'ordre arbitrer un problème qui est strictement politique. Et la responsabilité de laisser ce mouvement continuer, elle incombe au président et à lui seul. La première ministre. Allez, 9h30 sur Sud Radio et on se retrouve dans un instant. S'il y en a. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, pour rebondir sur ce que disait Nicolas Corato, à savoir laisser la police résoudre le problème que représente la réforme des retraites, les violences et la mobilisation contre la réforme des retraites. Je repose la même question depuis une semaine, c'est et maintenant, que va-t-il se passer? Et maintenant, que peut-il faire? Emmanuel Macron hier a chargé Jean-Luc Mélenchon. Elisabeth Borne a eu rendez-vous avec le président de la République hier. Quelle solution attendre? Alors j'ai entendu que le Conseil constitutionnel pourrait rendre sa décision aujourd'hui. Dans les couloirs de Sud Radio avec certains éditorialistes, certains disaient il y a eu un deal vraisemblable avec le Conseil constitutionnel pour que la réforme soit retoquée. Qu'est-ce que vous en pensez? Laurent Fabius peut pas blairer Macron. Oui, c'est ça, mais il peut aussi le faire pour l'emmerder. Allez-y, Régis. Oui. Je ne suis pas sûr qu'il lui rendra un service. Oui. Moi, je suis quelqu'un de simple, je suis là pour rendre service. La solution politique, c'est la suivante. Le Conseil constitutionnel, n'oubliez pas que les poids lourds politiques s'appellent Laurent Fabius et Alain Juppé. Ce sont des vieux routiers, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette loi, si vous voulez, les décisions du Conseil constitutionnel sont éminemment politiques. Cette loi, elle est bancale au plan juridique, sinon très bancale. D'abord, on a choisi un véhicule législatif qui n'était pas le bon. On a dit que c'était une loi financière. Donc, ce qui fait qu'à l'arrivée, on a ce qu'on appelle des amendements cavaliers. Il y a plein d'éléments de la loi qui ne sont absolument pas financiers, et par conséquent, ils doivent être annulés, parce que le cavalier doit être annulé. Ensuite, il y a un deuxième moyen qui est l'accumulation de tout un tas d'utilisations de procédures qui ont altéré la sincérité du débat. Ça existe, il y a une jurisprudence, je pense par exemple à la loi Duflot qui avait été annulée à cause de ça, parce qu'on avait accumulé tout un tas de manipulations, d'erreurs, etc. Donc le Conseil constitutionnel, il a la possibilité, s'il le souhaite politiquement, c'est évident, d'annuler ce texte en disant « vous avez pris la mauvaise voie, revenez avec la bonne ». Bon, alors ça aura des conséquences politiques. Macron perd un peu la face, Elisabeth Borne doit démissionner derrière, et ce qui permet de rebattre les cartes sans passer par la motion de censure, et ça permettrait peut-être de désamorcer. Voilà, c'est à ça que je pense. Mais est-ce que c'est possible, compte tenu du fait que Laurent Fabius n'est peut-être pas effectivement, n'a pas forcément envie de rendre... Moi, il me semble très difficile que le Conseil constitutionnel ne censure pas la loi sur la réforme des retraites. Parce que c'est notre seule issue. Mais alors Alexandra, une question. Voilà, comment est-ce que ce gouvernement, Régis, une question. Comment est-ce que ce gouvernement a pu faire la loi du quinquennat sans réfléchir une seconde si constitutionnellement elle tenait le coup? Non mais attendez, on a des incapables. Vous faites une loi, vous mobilisez la France entière, l'Assemblée nationale, depuis, le Sénat, vous y bossez, vous avez déjà bossé 2 ans avant. Vous déclenchez des mouvements de grève qui altèrent l'économie. Ça, et vous vous êtes pas posé la question. Tiens, un cavalier qui se greffe
sur ça, ça fonctionne pas. Sachant que Laurent Fabius avait fait une sortie dans la presse, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 mois et demi, Absolument. en avertissant, en disant attention, il faut faire attention à la procédure que vous menez, ne modifiez pas, ne tordez pas les textes, notamment légistiques, et au final, on en arrive là. Moi, je suis un peu interrogatif. Je me dis que ce serait peut-être, entre guillemets, trop facile. Je pense, c'est souhaitable, mais j'ai quand même des doutes. La réponse à ma question, comment est-ce que le monde politique arrive à ce degré d'incompétence? Parce que montrer au peuple français qu'on a fait tout ça pour que... Et alors si on n'avait pas saisi le Conseil constitutionnel, la loi passerait, mais elle ne serait pas légale. C'est invraisemblable. Comment peut-on avoir confiance? Mais Sophie de Menton, je ne sais pas si vous avez... On pourra reprendre les statistiques, mais dans le précédent quinquennat, il y a eu un taux de censure du Conseil constitutionnel absolument historique sous la Ve République. Je pense notamment à un texte, le projet de loi de programmation pour la justice, qui a été quasiment censuré à 80% par le Conseil constitutionnel. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a aussi un petit... Vous avez raison, il y a peut-être un petit problème de compétence tout simplement dans ce gouvernement par rapport au schéma juridique et au schéma de respect de la Constitution. Alors on devrait exiger que ce soit soumis immédiatement, le projet, en disant voilà ce qu'on va au Conseil constitutionnel. Peut-être que McKinsey et autres cabinets conseils pourraient rembourser l'argent. Alors. Ils le font, on le soumet au Conseil d'État. On soumet les projets au Conseil d'État avec la section des élus du Conseil qui conseille le gouvernement. C'est pas seulement une instance judiciaire. Ils ont émis toutes les réserves possibles. Moi, si je peux me permettre, l'incompétence, elle a bon dos, l'incompétence. Il y a à l'Élysée un monsieur qui n'a jamais été élu nulle part, qui n'a jamais dirigé une entreprise, qui est d'un autoritarisme total et qui dit on passe en force. C'est le bras droit du président, non? Non, il parle du président. Et dont le plaisir est justement de braver. Et on a l'impression qu'il jubile quand il provoque comme ça et qu'il provoque ses réactions. Si, moi je suis désolé, ce type est politiquement nul. Mais non, mais ça c'est pas je serais un peu plus nuancé que Régis, mais il y a un petit côté, je reconnais, un peu pas vu, pas pris, dans la manière que ce gouvernement et que ce pouvoir a de jouer avec les institutions et les constitutions. C'est-à-dire, je vais tester comme un gamin de 3 ans, vous voyez. Je vais tester les limites, je vais tester les frontières et j'attends qu'on me dise stop pour reculer. D'une certaine manière... on a dit stop. Pour l'instant, non. On va voir si effectivement le Conseil constitutionnel censure le gouvernement. Ce qui serait quand même politiquement extrêmement grave. Humiliant. Il faut qu'il s'en aille tout de suite. Non seulement humiliant, mais je pense qu'on qu'on soit pour ou contre les grèves, je pense aux gens qui n'auront pas été payés, parce qu'ils auront... Je pense aux grévistes qui auront sacrifié des jours de paye pour lutter contre cette loi. Je pense aux chefs d'entreprise qui auront pâti de ces grèves. Les restaurants, 30% de moins les restaurants. Tout ça parce qu'un gouvernement aura décidé, coûte que coûte, de faire promulguer ou de tenter de faire promulguer une loi anticonstitutionnelle. Oui, mais tout ça pour ça. Oui, c'est un peu tout ça pour ça. Bon, donc on peut quand même tous regretter que la sortie de crise repose entre les mains du Conseil constitutionnel. C'est un peu dramatique. Et je crois que la vraie question maintenant qui se pose, c'est le maintien d'Elisabeth Borne, parce qu'elle a échoué donc à mener un débat parlementaire. Elle finit en beauté avec un 49.3. Moi, je n'ai aucun problème avec le 49.3. Mais donc maintenant, que faire? Je crois que le vrai point de rupture, en réalité, quand on parle d'amateurisme, c'est quand on a entendu tous ces ministres nous parler des 1200 €. Voilà, je crois que le vrai point de rupture, c'est là. C'est-à-dire que je crois que ça n'était même pas un mensonge, c'était une méconnaissance totale du projet qu'il portait. Personne n'est capable d'expliquer le contenu. Ça n'est pas une excuse valable. Non, mais c'est pas une excuse. On peut pas expliquer. C'est pas une excuse. On peut pas expliquer aux Français qu'ils vont tous toucher 1200 € et puis s'apercevoir que ça concerne 30 ou 40 000 personnes. Voilà. Je crois que le vrai point de rupture, il est là. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que le jour quand même. Oui, évidemment, mais ça, d'ailleurs, le débat au Sénat a permis d'améliorer considérablement cette réforme. Mais vous remarquerez quand même que sur les bancs de la majorité, le jour de la mention censure, il n'y avait pas beaucoup de monde. Non, il n'y avait pas beaucoup de monde. Voilà. Et je crois que ça, c'est un signe fort. Mais l'autre chose qui a beaucoup marqué les esprits, c'est aussi la semaine précédente 49.3, où tous les ministres, premiers ministres y compris, sont venus sur tous les plateaux nous dire qu'au jamais, au grand jamais, il n'utiliserait le 49.3 sur ce texte. Et 5 jours après, le déclencher sans prévenir. Donc effectivement, je pense que plus personne n'accorde de crédit
à ce gouvernement. Moi, je crois que c'est le Premier ministre qu'on flingue indéfiniment. D'abord, elle est là, elle est ce qu'elle est. On ne pouvait pas attendre qu'elle fasse de la calinothérapie, hein, Elisabeth Borne. C'est pas le genre. On a vu ce que c'était. Ensuite, moi, je dois dire que elle ne voulait pas, elle voulait aller au vote. Elle avait risqué sa carrière, si ça passait pas, elle était virée à la seconde. Elle voulait vraiment, et je crois que c'est le président de la République qui a imposé le 49-3. Mais Elisabeth Borne, jusqu'à 1 heure avant, elle voulait aller au vote. Donc je pense qu'on l'a. Ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est Alexis Collère qui a emporté le morceau, que le président voulait aller au vote. Ah oui. C'est Alexis Collère qui aurait poussé au 49-3. Alexis Collère qui semble être un mauvais génie. Oui. Conseil constitutionnel, c'est quelques heures ou quelques jours pour la décision. Donc ça pourrait être aujourd'hui. Ça pourrait être aujourd'hui. Ce serait bien qu'il se grouille. Hein. Voilà. Et le Conseil constitutionnel a 8 jours, procédure d'urgence à la demande du gouvernement, ou 1 mois maximum pour statuer sur ces différentes saisines. Donc ça, non, je pense que c'est pour ça que j'entendais. On n'a plus 1 minute là. Voilà. Mais alors. Si je peux me permettre, si c'est rapide, je pense que ce serait l'annulation. Parce que si c'est pas l'annulation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont annulées, des réserves d'interprétation, etc. Hein, ça, c'est du boulot. Hein. Il faut le rédiger. Enfin, c'est un gros travail. Hein. Sinon, si vous décidez d'annuler pour les motifs que j'ai invoqués tout à l'heure, ça peut être fait très vite. Vous imaginez l'ironie de l'histoire, Alain Juppé annulant une réforme des retraites. Ah, c'est drôle. Ah oui, j'y ai pas pensé. Tiens, ça, c'est vrai. Allez, on marque une petite pause, 9h43 sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. La manif aujourd'hui, 10e journée de mobilisation, beaucoup d'inquiétudes sur la radicalisation, sur le fait que les syndicats soient dépassés peut-être par certains éléments, et puis par les jeunes qui vont entrer dans le mouvement un peu plus aujourd'hui, et on en parlait hors antenne, c'est que, et c'est un aparté, c'est que la réforme Blanquer fait que les gamins aujourd'hui ont passé une grande partie du bac et qui n'ont en gros plus rien à faire. Ils sont désœuvrés. Non, on va pas leur retirer leur conscience politique, mais c'est vrai que ça laisse beaucoup plus de disponibilité pour aller manifester, Nicolas. Et surtout qu'on les incite toute la journée. Oh mon Dieu, les jeunes sont dans la rue. Ah, si les jeunes y sont, le gouvernement cédera. Mais que faire? Toutes les médias vous expliquent. Enfin, on les mobilise toute la journée. Cela dit, on leur dit tout aux jeunes. On leur dit qu'ils s'intéressent à rien, qu'ils sont pas mobilisés. Puis quand ils se mobilisent, on leur dit qu'ils sont mobilisés, qu'il faudrait pas. On leur a jamais dit de se battre pour la retraite. Je trouve que c'est bien d'avoir des jeunes qui ont un engagement social ou politique, quel que soit d'ailleurs le bord. Aussi, absolument. Je m'en réjouis. On a vu aussi toute une génération de militants de droite qui sont nés pendant les grèves, pendant les mouvements de la Manif pour tous. Ça a été aussi un mouvement très important pour une partie. Non, mais c'est vrai aussi. Pardon. Hein. Alors, ça n'est plus la référence de la jeunesse à droite. Pardon. Pardon. C'est caricatural. Très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant de voir pourquoi ils sont là et comment ils vont se comporter. C'est quand même la crainte de tous les gouvernements. C'est le tube de dentifrice. Quand les jeunes sont dans la rue, c'est un point de bascule. Systématiquement. Et là aussi, on en revient au système du maintien de l'ordre. La responsabilité de nos responsables politiques est immense, sachant qu'on attend quasiment 90 000 jeunes dans les cortèges cet après-midi. Effectivement, il faut faire attention. Un jeune, c'est plus véhément, c'est peut-être moins organisé, moins discipliné, ça a moins d'expérience des manifestations que leurs aînés. Bref, on sait exactement les dangers que ça peut représenter pour eux-mêmes en tant que manifestants, et donc il faut absolument faire attention. Et je pense encore une fois qu'il est irresponsable de laisser cette manifestation se dérouler sans un message politique très clair de l'exécutif. C'est quoi le message? Par exemple, de répondre à Laurent Berger qui a proposé de suspendre la réforme. Laurent Berger fait un effort incommensurable, y compris par rapport à son propre camp, et il y a une fin de recevoir en face du président de la République. C'est pas possible. Il est irresponsable de laisser ce mouvement continuer. Il faut que le président suspende sa réforme. Alors, est-ce que le fait de la suspendre, les gens veulent qu'on la retire? Et j'ai l'impression que suspendre ne changerait pas grand-chose. Mais écoutez, c'est une voie d'un consensus. Je trouve que le comportement de Laurent Berger est très responsable. Laurent Berger, on est tous d'accord, est responsable. Tous les syndicats, il serait temps de donner un gage au mouvement en disant j'ai compris, je suspends, manifestement, on s'est pas compris, manifestement, c'est pas bon ce truc, mettons-nous autour d'une table et regardons ce qu'on peut faire pour nos retraites. Voilà. C'est bien, mais on recommence dans 3 mois. Oui, mais on a le temps, on a l'éternité devant nous pour gérer les retraites. Oui, vous pensez, Régis de Castelnau? Alors,
une première observation sur la place des jeunes. Alors, Nicolas, faut être prudent quand on parle des jeunes, parce que là, c'est une petite moquerie. On en a un là on nous a servi, notre Greta Thunberg à nous, qui s'appelle Manès. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu, qui est plutôt brillant d'ailleurs. Sophie ne savait pas qui c'était, elle doit débattre avec lui. Qui s'exprime très bien. Oui. Et alors, comme il a été critiqué, il a dit « l'adultisme ne me fait pas peur ». Donc, absolument. Il y a une nouvelle catégorie de gens. Un petit Ségolène Royal. Si vous critiquez les jeunes, vous êtes adultiste. Attention, parce que bon, il faut pas. Sur la question, on suspend. C'est notre Greta. On a enfin une Greta. Oui, c'est ça. Mais c'est moi. On en a eu à toutes les époques. Je me suis permis de le dire sur Twitter, et il y a plein de gens qui ont dit que j'étais trop méchant. Ouais, donc, ça on le savait. Sinon. Sur la mobilité, oui. Oui, il ne faut pas négliger quelque chose. Le problème, c'est que Emmanuel Macron est très engagé. On est à un an après. Oui, à peine après l'élection. La présidentielle, avec une réélection confortable, et suivie d'une défaite législative, quand même, qu'on le veuille ou non. Il a pas la majorité absolue. On a une espèce de crise politique latente, et il est très impliqué. C'est-à-dire que toute décision, suspension, retrait, annulation, sera une défaite très importante. N'oubliez pas qu'il n'est pas soumis à réélection, il court le risque politique, et quand on sait son narcissisme, ça doit être un peu compliqué à assumer, il court le risque politique de se retrouver dans une situation à la McMahon, c'est-à-dire inaugurer les chrysanthèmes très affaiblis politiquement. Et ça, il le sait, il le sent. Oui, non mais c'est évident. Le problème, c'est lui, Bah mais oui, mais alors quoi? Donc il fait quoi? Il s'en va? Effectivement, on a vu là le sondage, dernier sondage en DAF, 28%, il n'a jamais été aussi bas en termes de popularité. C'est vrai qu'il est dans la pire des positions, mais d'ailleurs il n'est que responsable lui-même de cette position. Il est seul face au peuple. Il a effacé les syndicats, il a effacé son propre gouvernement, sa propre Premier ministre, et finalement il se retrouve tout seul face au peuple, ce qui est une situation institutionnelle, démocratique, incandescente, ingérable. Donc effectivement, cette impasse, il en est responsable. Moi, je trouve que la main tendue de Laurent Berger aurait pu être notée comme telle et peut-être suivie des faits. Mais non, là encore, il s'obstine. Il faut quand même qu'à un moment, tout le monde reprenne raison et reprenne le chemin démocratique. Alors, je sais pas, oui, allez-y, Alexandra. Non, mais je crois évidemment, il faut. Enfin, on aime tous notre pays, on a tous envie qu'il revienne à la raison. Je pense qu'il est impératif que le président de la République cesse de mépriser les syndicats. Ça, c'est vraiment, je crois que c'est le point de départ de toute négociation. Les syndicats, ils veulent jamais rien. Non. Laurent Berger a été exemplaire. Et même Geoffroy Roux de Bézieux, dans son interview à France Info, invite le président de la République à renouer le dialogue avec les syndicats. Si même le MEDEF en appelle... même le MEDEF, ça veut dire quoi? On a toujours travaillé avec les syndicats, nous sommes un syndicat. Oui, vous êtes un syndicat. Mais ce que je veux dire, c'est que j'entends quand même, y compris le patronat ne défend pas coûte que coûte cette réforme et regrette l'absence le blocage du dialogue social. Donc tout est raté dans cette histoire. Il faut qu'à nouveau le dialogue s'instaure, et surtout, ce qui est le plus important, qu'ensemble on sorte de cette triste affaire par le haut. Oui. Le monde nous regarde. On ne sait pas comment. Oui, on ne sait pas comment. On voit bien ici. Parce que l'échec, si jamais le Conseil constitutionnel dit cette réforme n'est pas valable, il faut que le président démissionne immédiatement. C'est une baffe épouvantable. Oui. Non, ça, il ne démissionnera pas. Emmanuel Macron, alors il y a une chose qui me sidère. Apparemment, hier soir, il y a eu une réunion à l'Élysée avec 15 personnes. Ça sort dans la presse. Oui. Ça sort dans la presse. C'est un truc de fou. Et donc, Emmanuel Macron aurait dit, nous vivons des temps troublés. On cherche à déstabiliser nos institutions dans cette période. J'attends d'entre vous. Et il a dit que, effectivement, Jean-Luc Mélenchon a un vrai dessein, la révolution. Donc, voilà. Donc, est-ce que ces petites phrases... Et d'ailleurs, ces petites phrases, d'abord, on est à un moment où même seul avec le président de la République, ça va sortir dans la presse. Donc ça, aujourd'hui, les téléphones, les tweets, etc., fait qu'il n'y a plus de confidentialité.
Bon, c'est une chose. Ensuite de ça, il y a un moment où il va falloir aussi qu'on change, parce que la presse, et on a beaucoup protégé l'extrême gauche. Ouais. Elle est jamais coupable. L'extrême droite, c'est quelque chose d'épouvantable. Personne ne veut lui parler. On se demande ce qu'elle a d'extrême aujourd'hui. Pardonnez-moi. Le Front National et le Rassemblement National, c'est pas ma tasse de thé, mais j'aimerais savoir ce qu'ils ont d'extrême. Alors que l'extrême gauche. On va vous l'expliquer, Sophie. Expliquez-le-moi. Alors là, vraiment, montrez-le-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait ou comment? Les choses peuvent évoluer. Je suis désolée. Moi, j'ai une peur panique de cette extrême gauche. Ouais. Et il est temps de la nommer. Il est temps d'arrêter de la protéger. On ne peut pas continuer à encenser, à les inviter sur les plateaux, les insoumis, à les laisser faire n'importe quoi et à trouver que Mélenchon est un type formidable qui va sauver la France. Ouais. C'est plus supportable. C'est eux qui mettent la France dans la rue. C'est pas le pays, ça. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur la peur rouge, mais un mot quand même qui prouve quand même que Emmanuel Macron est encore très déconnecté. C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui fait descendre les gens dans la rue. D'ailleurs, quand Jean-Luc Mélenchon a appelé avec son parti à organiser des manifestations hors du champ syndical les samedis, ça a été un échec total. Les gens qui sont dans les cortèges, moi je fais tous les cortèges depuis le début, je serai cet après-midi entre République et Nation, je peux vous assurer que c'est pas des cortèges de gauchistes, de LFI. Et qu'au contraire, d'ailleurs, la vraie question quand on va dans les cortèges, c'est se demander si tous ces gens-là ou une partie de ces gens-là ne voteront pas ailleurs qu'à la gauche si jamais demain il y aurait de nouvelles élections. Non, mais pour moi qui suis quelqu'un de gauche, c'est un vrai sujet. Non mais la gauche, c'est plus ce que c'est. On sait pas ce que c'est. L'idée de dire c'est LFI qui met le bazar, non, ce mouvement social, c'est pas du tout un mouvement qui appartient à la France insoumise. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'ils ont tenté de récupérer le mouvement, ils se sont fait sortir et ça a été un échec total. Donc là aussi, je pense qu'Emmanuel Macron essaye d'avoir un écran de fumée, mais ça marche pas. Les gens qui manifestent aujourd'hui, ils manifestent pas pour faire la révolution. Hein. Moi, je suis désolée, mais Jean-Luc Mélenchon appelle quand même en permanence à une attaque en règle des institutions. Et pardon, c'est le début du fascisme. Ah là, non, mais attendez, oui, quand on conteste, quand on conteste le président, quand on conteste, quand on conteste la légitimité du président. La légitimité. Ah si, il ne fait que ça. C'est le premier à avoir dit qu'il était légitime. Les France Insoumises, ils ont je suis pas leur porte-parole, hein. Ils ont un projet, c'est intrinsèque, ils ont un projet de 6e République. Ils veulent une constituante, ils veulent un régime parlementaire. Pas des fascistes, hein. Les fascistes, c'est ceux qui vous disent, par exemple comme Marine Le Pen, que l'état de droit n'est pas quelque chose d'absolument valable. Et que l'état de droit, vous comprenez... C'est pas exactement ce qu'elle dit. Ah mais si, c'est ce qu'elle dit. Quand elle dit qu'il faut sortir du Conseil de la Convention européenne des droits de l'homme parce que ça permet pas de gérer au mieux l'immigration, elle est contre l'état de droit et elle est contre la démocratie. Voilà, une dérive autoritaire. D'accord, alors le danger, c'est Marine Le Pen, vous l'avez dit. Oui, bien sûr. Ah oui, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais appelé à la violence et a toujours condamné les violences. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Il ne fait que ça. Tout son discours est un appel à la violence. Il est lui-même un appel à la violence. La violence, c'est un discours qui vous dérange. Ça n'en fait pas un discours violent. En plus, si vous voulez la gauche, moi je sais ce que c'est. Bernard Cazeneuve, pour moi, je peux voter pour lui. Mais la gauche de cette extrême gauche est insoutenable. Mais on ne va pas vous laisser choisir la gauche, Sophie. On va rester là-dessus. Sophie va voter à gauche. Là, on aura tout entendu. Aujourd'hui, c'est la journée de tous les possibles. On va vous inviter à un congrès du PS, vous verrez. Non, mais ça existe plus. Sophie, attention. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. 9h58, on se retrouve dans un instant avec Patrice Laffont qui, lui, n'est pas à la retraite. On est ravis de le recevoir. À tout de suite.